Il est 20h45 ce vendredi 22 septembre 2017 et je déclare la session du conseil municipal ouverte. Je vais procéder à l'appel. Marcel Oulès présent, Thérèse Munier, Présente. Grégory Ateba, Présent. Fabienne Gilliot, Présente. Ali Bouchama, Présent. Toufik Hamdi, Présent. Caroline Dumont, Présente. Eddy Popote, Présent. Martine Bernada, Présente. Bertrand Carlin, Présent. Myriam El Alaoui, Pouvoir. Pouvoir Linatrac, Evelyne Orlaville, Présente. Thierry Hochette, Pouvoir Marcel Oulès, Linatrac, Présente. Martine Zard, Présente. Georges Pambou, Pouvoir. t'as son pouvoir, d'accord. Ouais. Tu le feras passer s'il te plaît. Pouvoir Christian Jaillet. Gaëlle Bouvier, absente excusée, elle vient de m'informer qu'elle était retenue à son travail et qu'elle ne pouvait pas être présente. Pierre-Marie Soulis. Bien, comme à chaque début de séance du Conseil, nous allons procéder à l'élection d'une ou d'un secrétaire de séance. Donc, je cherche un volontaire autour de cette table qui serait volontaire. Toufik, merci. Je vous fais passer la feuille de présence, vous voulez bien la signer. Vous avez reçu en même temps que votre dossier le procès-verbal du conseil municipal précédent, qui était le vendredi 30 juin. Avez-vous des remarques à faire sur ce compte-rendu, ce procès-verbal, pardon. Aucune remarque? Très bien. On va passer au vote. À l'approbation. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point finance. Taxe d'habitation, abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides. Donc j'ai été destinataire d'un courrier d'une personne de Chanteloup qui se déplace en fauteuil roulant et qui a attiré mon attention sur le fait que, ayant une carte d'invalidité, il pourrait bénéficier d'un abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides. Et il demandait que le conseil municipal se prononce sur cette question. Donc, la taxe d'habitation, il y a des abattements qui sont d'office, comme notamment par la composition de la famille, et il y a des abattements qui peuvent être, facultatifs et adaptés sur proposition du conseil municipal. Et c'est le cas des abattements pour les personnes atteintes d'un handicap. Alors, pour bénéficier d'abattements facultatifs à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire au moins une des conditions suivantes. Être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du Code de la Sécurité sociale, être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, et occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus au 1 à 4. Donc pour l'application de ce dispositif, le contribuable adresse avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5 de l'article précédent. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivante, celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration, c'est-à-dire que c'est renouvelable tous les ans. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés. Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année
au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions, l'abattement est supprimé à compter de l'année suivante. Donc, et les conseils municipaux ont à se prononcer sur cet abattement avant le 1er octobre de l'année, donc nous sommes dans les temps. Le taux d'abattement, nous le choisissons, il peut être compris entre 10 et 20%. Nous avons fait un petit sondage auprès des communes de Marne-et-Gondoire. Il se trouve qu'il y a 2 communes qui appliquent cet abattement pour les personnes handicapées ou invalides. Il s'agit de Torigny et de Bussy-Saint-Georges. La valeur locative de Champclou est d'une valeur moyenne de 3 080 €. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un autour de cette table a des remarques à faire ou des questions à poser? Donc je vous laisse la parole pour vous exprimer sur ce point. Je pense qu'on peut faire ce geste en faveur des personnes handicapées. C'est déjà difficile leurs conditions. Nous en connaissons sur Champclou, donc je pense que ça sera une bonne chose vers eux que l'on puisse pratiquer cet abattement. Et je propose que nous nous alignions sur le taux qui est pratiqué sur les autres communes de Marne-et-Gondoire, les 2 qui pratiquent cet abattement, c'est-à-dire Torigny et Bussy-Saint-Georges, qui est un abattement de 10%. Je vous écoute. Bien, si personne n'a... Je voudrais juste Oui, dire vas-y, que dans la délibération, il faut l'exprimer en points. On ne va pas mettre pourcentage, mais 10 points. C'est ce qui est écrit dans le texte. D'accord. Parce que moi, dans le texte, j'ai Ben là, l'abattement c'est est compris entre 10 et 20%. Et là, On l'en fera, c'est pareil de toute façon. je viens de le voir. Il sera exprimé par 10 points. 10 points website, d'accord. Donc on changera. Bien. Il me semblait que c'était des pourcentages qu'on voyait sur la feuille d'avant. Là, c'est le 3 10 10. et 20. Et sur le 3-10, c'est marqué dans l'attribution, 10 et 20 points, et après dans le, Voilà. la nécessité Exprimé de- en nombre entier entre mais dans la 10 et 20 nécessité points. d'une délibération, c'est marqué le taux 10 et 20%. d'abattement est compris de 10 et 20%. Dans La dernière l'intitulé de la page. délibération, la dernière page, c'est pour ça. Numéro 2. Bien. C'est ça- un modèle ça de se délibération. Donc les collectivités peuvent librement appliquer ce taux. Quelque chose ici. S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose que nous passions au vote pour justement mettre en place cet abattement en faveur des personnes handicapées et invalides au taux de 10%, 10 points. Oui, enfin, Voilà. c'est pareil, mais Voilà. c'est sur Oui. l'écrit. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Donc les personnes qui sont susceptibles de bénéficier, qui rentrent dans les cadres décrits dans le code de la santé publique, c'est à elles à faire la démarche auprès des finances, des trésoreries. Nous, on leur fera parvenir la délibération telle que nous l'avons prise et quand elle aura été validée par le contrôle de légalité. Point numéro 2. Renonciation aux pénalités de retard de livraison de l'extension modulaire de l'école maternelle Le Campus. Je m'explique. Alors, c'est pas des pénalités de retard pour livraison, parce que le bâtiment a été livré à l'époque en temps et en heure, et ce sont des pénalités que nous pouvions demander dans le cas de la levée de réserve, du temps de la durée de levée de réserve. Puisque le bâtiment a été réceptionné, devait être réceptionné fin août lors de la visite du groupe de visite, qui a émis un avis défavorable. Il restait 15 jours à l'entreprise Module Création pour lever les réserves qui avaient été faites par la commission de sécurité. Les réserves n'ont pas toutes été levées, ce qui fait qu'il nous a valu un avis défavorable. Et j'ai pris à ce moment-là la décision de ne pas réceptionner les travaux.
Donc nous nous sommes mis en discussion avec l'entreprise Module Création pour que dans les meilleurs délais, elle puisse lever les réserves, faire des propositions, lever les réserves qui soient validées par les pompiers, d'une part, le SDIS, et ensuite faire les travaux. Donc chose qui a été faite, les travaux vous devez prendre 4 semaines, mais j'ai eu des demandes de la directrice de l'école qui ne voulait pas que les travaux se fassent en site occupé. Et donc on a trouvé une entente avec l'entreprise de pouvoir les faire en 2 fois pendant les vacances scolaires de février et les vacances d'avril. Donc c'est une demande qui a été faite par mes souhaits. Et dans le marché, et c'est la perception qui a attiré notre attention sur le fait que pour arrêter définitivement les comptes, il fallait que nous prenions une décision sur les pénalités de retard, puisqu'il y avait eu ce problème de réserve à lever. En conformité avec le marché que nous avions passé à l'époque pour exécuter ces travaux. Donc il y avait des pénalités qui étaient prévues pour plusieurs cas. Le retard dans l'exécution des travaux, ce qui n'était pas le cas. Pénalité pour absence aux réunions, ça n'a pas été le cas, ils étaient toujours présents. Pénalité de retard pour le repliement des installations de chantier, elles ont été enlevées quand le chantier a été arrêté. Et pénalité de retard dans la levée des réserves émises lors des opérations préalables à la réception des travaux. Et cet article, c'est l'article 10.5 qui est dans le marché, qui précise, sauf exception de report d'intervention spécifique signifié par écrit par le maître d'ouvrage, en l'occurrence nous, en cas d'absence de levée des réserves dans les délais précisés dans le procès-verbal du constat de fin des travaux. Et une pénalité de 500 € hors taxe par jour calendaire était appliquée. En outre, le maître d'ouvrage peut faire exécuter les travaux nécessaires par une entreprise de son choix aux frais et risques de l'entrepreneur. Donc nous sommes rentrés en négociation avec l'entreprise Module Création pour qu'ils nous mettent en conformité, ils lèvent toutes les réserves et qu'ils devaient effectuer les travaux après. Et c'est à ma demande, et pour répondre à ce que voulait la directrice de l'école, pour pas que les travaux se fassent en site occupé, qu'on a choisi de les faire entre les vacances de février et les vacances d'avril. L'entreprise pouvait les faire bien avant, mais on aurait travaillé en site occupé et c'était désagréable. Donc, on est en plein dans cet article 10.5 du Code des marchés, puisque c'est à la demande du maître d'ouvrage que la levée de réserve a été retardée. Donc, je propose que nous ne demandions pas de pénalité de retard, et en répondant ainsi à la demande de la trésorerie. Je précise aussi que dans les négociations, il était bien sûr hors de question que la commune mette 1 € de plus pour la remise à niveau, et effectivement, les réserves ont été levées, les travaux ont été effectués, la commission de sécurité s'est prononcée en juin, et les réserves ont été levées à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'on a ouvert normalement la rentrée. Voilà, je vous explique pourquoi. Nous proposons, le bureau municipal s'est prononcé pour que nous ne demandions pas de pénalité de retard, puisque c'est à notre demande que la mise à niveau et la levée des réserves a été faite dans des délais beaucoup plus éloignés que ceux que proposait l'entreprise. Je voulais juste préciser qu'on n'a pas le choix, parce que si on veut appliquer des pénalités, on ira au tribunal. La société, elle sortira l'article 10.5 et puis... ça ne fera que... Nous, ce qui nous importait, c'est que, avant tout, c'est que l'entreprise réponde aux attentes que nous avions dans le cahier des charges, et qu'elle puisse lever les réserves rapidement et que nous puissions enfin intégrer nos bâtiments. Et c'est vrai que les travaux se faisant tard, les instituts n'étaient pas favorables de redéménager encore pour retourner dans les écoles. Ils ont été d'accord pour attendre la rentrée, et comme ça les travaux ont pu se faire pendant des périodes de vacances scolaires. Avez-vous des questions ou des remarques à faire là-dessus? Il n'y aurait trop à dire. Comment? Il n'y aurait trop à dire. Parce qu'en fait, le maître d'ouvrage, il y a le maître d'ouvrage de l'église, c'est pas marqué le maître d'ouvrage de l'église. Oui. Donc c'est elle qui aurait dû avoir un peu les pénalités de retard aussi. Parce que je pense qu'au simple serment
le chantier n'a pas été bien suivi, puisqu'il y a eu à la réception, ça aurait dû être nickel. Je ne vois pas pourquoi l'entreprise a modifié les dimensions de fenêtres, par exemple, sans autorisation, etc. D'après moi, il y a une faute d'épanage sur cette partie-là. Une faute aussi d'une entreprise qui n'a pas exécuté suivant les plans, les permis de construire. Alors voilà, ça c'est vrai. La fenêtre, puisque tu parles de la fenêtre, c'est vrai que ils ont oublié de mettre la fenêtre en issue de secours. Voilà, c'est une réserve qui a été levée facilement. Est-ce que ça a été calculé quand même, les pénalités de retard? Est-ce qu'ils ont été calculés? Est-ce qu'on a un montant? 500 € par jour ouvré, il se proposait fin novembre, on aurait pu récupérer les locaux, ça faisait de 500 depuis le 7 septembre au 30 novembre. Le fait que nous ayons reculé la date en fait que... Mais je voudrais juste... Ouais. Juste préciser quelque chose, c'est un point de vue comptable, parce que même si on veut impliquer les PAMAN, c'est un autre sujet. Oui. Là, c'est la trésorerie, quand on a voulu solder le compte de module création, qui nous dit dans votre marché, il est prévu, vu la date à laquelle vous payez, vous devez mettre des pénalités de retard. Or, il y a un article du Code des marchés, du marché en question, pas des marchés, de ce marché précis, qui dit que dans le cas où c'est le maître d'ouvrage, même si c'est l'EPA, par délégation, il est maître d'ouvrage, il est pas... Voilà. Donc, on ne peut pas le faire. Je rappelle aussi que c'était un marché pour l'assistance de maîtrise d'ouvrage qu'on a retenu les PAMAN, et que dans ce marché-là, justement, il n'y a pas de pénalité de retard. C'est juste une pénalité de retard sur l'exécution des travaux. Je pense qu'il aurait pu y avoir une négociation quand même, puisque quand même l'entreprise n'a pas hésité à nous faire des tests sur les fondations. Il y a un montant qu'on paye en plus, qu'on n'aurait pas dû payer, qui était un peu... normalement, ça aurait dû être pris dans l'appel d'offres, du point de vue PAMAN, ils auraient dû prendre en compte les sols, parce que ça, c'est une obligation. Même pour un pavillon, maintenant, on vous demande une étude géologique. Alors, raison de plus que pour une extension. L'étude de sol, on s'est basé sur celle qu'il y avait pour le Cantou à l'époque. Hein. L'étude de sol, celle où il a fallu en refaire une, c'était sur le Loupio, parce qu'elle était beaucoup plus ancienne. Elle n'avait pas au Cantou. C'est un marché global. Oui. Là-dessus, il y a beaucoup de précédentes questions. J'entends tes remarques. Des études carrées de fait, en commençant les excavations, ils ont trouvé une nappe. Non mais voilà, ils étaient obligés de repasser en pieux. Il y a eu un avenant malgré que le marché était bouclé. On aurait dû négocier quand même une partie. Les PAMAN, pour être précis, les PAMAN nous a laissé libre choix si on voulait demander des pénalités ou pas. On a pesé le pour et le contre. On a vu surtout que nous on voulait que tout rentre dans l'ordre le plus rapidement, que ça ne traîne pas. On savait que les mises à niveau seraient... il fallait peu de temps pour le faire. Bon voilà, mais j'ai parlé aux directrices, elles disaient de préférer que ça soit fait en site non occupé. Voilà, après bon, c'est de notre fait, de mon fait en particulier, et on est dans le cadre précis de l'article 15. Voilà. Et bon... On nous aurait, je pense, on a bien fait de le faire en site non occupé sur la période de vacances aussi. Là, je vais parler sur un autre aspect, l'aspect sécurité, parce que on est sur un plan où on nous contraint aussi à certaines vigilances, sécurité et autres. Et je pense que si ça avait été fait effectivement plutôt avant novembre ou autre, le nombre de personnes intervenant sur la structure aurait posé aussi un danger, je pense, sécuritaire vis-à-vis des enfants et des parents. Donc je pense qu'effectivement la réflexion de la directrice de l'école était légitime et je pense que le maire a bien fait de répondre, qu'on attende un peu, valait mieux attendre et s'assurer de faire les choses correctement que de faire peut-être trop vite. Voilà. Là, moi je parle d'un autre côté, sécurité, site occupé, enfant. Après la partie, effectivement, pénalité, c'est autre chose, mais je pense que c'était important aussi de prendre ça en compte vis-à-vis des enfants fréquentant l'école. Voilà. Oui. Moi, je n'ai pas bien compris pourquoi vous parlez d'études de sol. Que les problèmes du canton n'avaient rien à voir avec le sol. Quand vous déposez une maison, pour une maison individuelle, vous êtes obligé de faire une étude de sol, vous êtes obligé de mettre 2 mètres carrés de capteur solaire pour chaque maison, vous êtes obligé de faire une RT 2012 pour, voilà, donc
Oui, non, mais- Normalement, l'étude de c'est sol. le minimum de faire une étude de Ben, sol. elle y était. Pour un bâtiment. Ça sera pareil pour le. Les malfaçons n'ont rien à voir avec ça. Elle y était, l'étude de sol. C'est pour ça que je ne comprends pas Comment pourquoi. Je comprends pas pourquoi vous parlez d'étude de sol. Parce qu'elle n'était pas faite, il a fallu la faire. De ce fait, On l'a fait au l'entreprise a Pio. demandé des travaux On l'a fait au supplémentaires. Pio. Parce qu'elle a Parce qu'elle jugé n'avait que les pas. fondations. Parce qu'il n'y en avait pas, elle était trop ancienne. Mais pas au Cantou. Au Cantou, celle qui avait été faite pour quand on a construit. Global, parce qu'ils ont vu les deux, de toute façon. Mais non, les Non. pénalités, c'était que pour le Les, canton. hein, pénalités, c'est qu'au Cantou. Il n'y Le, a pas de pénalité au Loupio. Je pense qu'on a une vue générale quand même vue de Mais c'est pas chose. la même chose. Le Loupio a C'est été deux livré opérations. en bonne et due forme. Oui, c'est voilà, ça. en bonne et due forme. Le Cantou, il y a eu un souci. Ça prouve Mais, quand même- oui, mais sur le fond, on a quand même payé des fondations qu'on n'aurait pas dû payer. Voilà, c'est tout. mais où Où C'est-à-dire ça que pour les deux groupes scolaires, il y en a eu pour 1,2 million. On a sur l'ensemble des deux groupes, on croise les deux. Mais on est resté dans l'enveloppe. Hein. C'est normal. Christian, Mais qu'on fasse tu sais des très bien fondations. qu'il y a aussi dans les évaluations des coûts des travaux, il y a toujours l'aléa qui est prévu. Il y a un aléa de 5% et on rentre dans ce cadre de l'aléa. Hein, s'il y a des choses qui peuvent arriver en cours. L'architecte, c'est pas un aléa. Les aléas, c'est d'autres choses, des choses qu'on n'a vraiment pas prévues. Là, ça devait être prévu par le maître d'ouvrage. Délégué. Voilà. Dans son appel d'offres, il y a un document où les entreprises peuvent chiffrer en bon état. Enfin, D'accord, en état on en prend note. J'en prends note. Je t'ai répondu là-dessus en disant que celle du Cantou, elle suffisait par rapport à celle qu'on avait fait en 2008 pour les travaux. Voilà. Au Loupio, on a été obligé d'en faire une parce que c'était trop ancien. Par contre, on s'écarte un peu du sujet où Ah oui, c'est pour ça que je. s'appuyer sur l'article 15, c'est-à-dire la demande de retarder la levée des réserves pour l'exécution des travaux. Là, on est bien dans cet article-là, donc je propose que nous exonérons l'entreprise d'indemnité de retard. De toute façon, même si c'est prévu au marché, la trésorerie demande une délibération. C'est pour ça. D'autres remarques ou d'autres questions? Donc je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? 2 contre. Monsieur Cambou et Monsieur Jaillet. Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Alors, troisième point, remboursement des factures EDF au bénéfice des domaines de Valence. Alors, c'est tout simplement des opérations qui ont été rétrocédées à la commune, c'est-à-dire les voiries, éclairage public et espaces verts. Et les associations des copropriétaires n'ont pas fait en temps et en heure les changements d'adresse, c'est-à-dire que c'était nous qui devenions, à partir du moment où la rétrocession était intervenue par une délibération du conseil municipal de juin 2015, ces voiries, on reprenait bien entendu en charge les coûts de consommation électrique nécessaires au bon fonctionnement des éclairages publics. Et EDF a continué à adresser les factures pendant un certain temps à cette association de copropriétaires, la SL du domaine de Valence, qui était 5 allées des Feux des Eaux. Donc il est légitime qu'aujourd'hui nous reprenions à notre charge le coût de cette électricité et que nous remboursions à la SL ce qu'il a payé, avancé c'est 303 €, je crois, 354 €, pardon, ce qu'il a payé hors période, après la rétrocession qui a eu lieu en juillet 2015, entre la période de juillet 2015 et septembre 2017. En fait, ça a duré un peu parce qu'on a voulu les payer directement et la trésorerie nous a refusé l'ordre de paiement puisque l'adresse n'était pas la bonne, il aurait fallu l'adresse de la mairie. Donc à ce moment-là, c'était complètement un changement d'adresse que la SL a fait, tout le temps que cela a pris, et il y a eu ce delta de juillet 2015 à septembre 2017. Des questions? Des remarques? Donc, si
s'il n'y a pas de questions de remarques, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. On l'avait eu précédemment, je crois, pour d'autres associations, mais ça s'était réglé rapidement. Là, ça traînait parce que l'ASL n'avait pas fait son travail. Autorisation donnée au maire pour signer le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la construction des ateliers municipaux. Donc, nous avions pris en 2011 ou 2012, je ne sais plus, de mémoire, on avait lancé un marché pour rechercher un maître d'ouvrage délégué pour plusieurs travaux. À l'époque, on avait dans le cadre d'un contrat régional monté à l'époque, en 2012, pour trois séries de travaux importants sur les bâtiments. Il y avait l'agrandissement du centre de loisirs, il y avait la rénovation et reconstruction de la mairie et la construction d'ateliers municipaux. Donc nous avions passé un appel d'offres pour chercher un maître d'ouvrage délégué et l'établissement public, les PAMARN, avait été retenu à ce moment-là. Les travaux du centre de loisirs ont été exécutés, puisque ça a été livré en 2014 et que ça fonctionne bien depuis. Nous avons modifié le deuxième série de projets qui était la reconstruction de la mairie, réhabilitation de la mairie, en raison de la nécessité d'agrandir nos deux écoles à travers des bâtiments modulaires. Donc la maîtrise d'ouvrage déléguée s'était transformée à l'époque en contrat d'assistance et par l'établissement public pour les deux chantiers. Maintenant, nous sommes sur le point de lancer l'appel d'offres pour recruter un maître d'œuvre pour la réalisation de nos futurs ateliers municipaux. Et il faut remettre à jour ce contrat de maîtrise d'ouvrage qui avait été signé à l'époque. Pourquoi? Tout simplement parce que le directeur général de l'établissement public a changé. Le taux de TVA a changé aussi, il était de 19,6 à l'époque, il est de 20% maintenant. Bien sûr, l'engagement de l'établissement public poursuit, mais comme c'est un nouveau directeur général qui va signer ce contrat et qui a cette modification de TVA, il faut repasser en conseil ce contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage. Je voudrais préciser une chose, en le lisant, j'ai vu qu'il y avait une petite erreur dans la date de livraison, ils ont mis 2020, c'est 2019 qu'il faut lire. Je sais que c'était exprès parce que c'était marqué 1er avril, vous avez relancé un peu là. La page 5, c'est ça? Oui, je pense. La digitalisation, c'est... Point 2.2. Voilà. Toujours 1er avril. Comment? Toujours 1er avril. Non, si c'est en 2019, ça ne sera pas le 1er avril. Ça sera je sais pas... il faut revoir le calendrier. Le calendrier qui a été donné, justement, il y a une erreur dans les durées de travaux et de tout cela. Donc, c'est pour ça qu'on avait été surpris. J'étais surpris en disant que c'était 2020 et j'ai vu avec l'établissement public, oui, ils ont reproposé un échéancier. Je précise aussi que comme on a pris un petit peu de retard dans ce troisième projet, les ateliers auraient dû être livrés cette année, fin de l'année 2017. Et bon, on a une grosse année de retard. L'établissement public met gracieusement à notre disposition un modulaire qui sera installé dans la cour de l'atelier pour donner des vestiaires et des locaux au personnel qui soient
décent et conforme aux réglementations d'hygiène et sécurité des CHSCT que nous avons maintenant sur la commune. Ça sera l'entreprise Pian qui a été retenue et c'est pris en charge totalement l'installation, la pose et puis tout le temps d'allocation, qu'il y aura la location qui est en charge par l'établissement public. Donc voilà, je tenais à le préciser, pourquoi l'épargnant aussi peut des fois apporter une aide intéressante. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui à nous reprononcer ce contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage. Et vous l'avez eu avec votre dossier, donc peut-être vous avez des remarques à faire ou des questions à poser dessus. Sur le planning, en annexe A2, c'est bien le livre. Oui, mais il y a. Oui. Mais là, il faut enlever déjà 3 mois en haut sur disons, ils ont pris en compte 3 mois d'études avec un programmiste, alors que ça c'est fait, on l'a le programme, puisque le programme on l'avait établi, le programmiste nous avait fait des propositions en 2012 quand on avait monté le contrat régional, donc ces 3 mois là sont déjà gagnés. Et il y a la durée de travaux qui est excessive, elle est mise à 21 mois je crois, si je ne me trompe pas. 13 mois. Non, c'est pas plus. 6 mois. Et on peut gagner aussi quelques mois dessus. Donc logiquement, en septembre 2019 au plus tard, on devrait pouvoir bénéficier des ateliers municipaux. Donc ils vont nous refaire un échéancier des travaux. La personne qui l'a faite, c'est quelqu'un de nouveau à l'établissement public, il ne savait pas qu'il y avait un programme qui avait déjà été étudié. On avait parlé que le programme était trop grand. Oui, mais on l'avait revu à la baisse. On l'a revu à la baisse. Enfin, on le revoit à la baisse. Justement pour diminuer le coût des travaux. On a réfléchi depuis, parce qu'entre 2011, 2012 et maintenant, beaucoup de choses ont évolué. Et comme on sous-traite pas mal de travaux, particulièrement tout ce qui est l'entretien des espaces verts, on aura besoin de moins de matériel que si on l'avait pris tout à notre charge, et bien sûr il aurait fallu recruter du personnel. Donc dans ce moment-là, on réduira les surfaces, notamment dans tout ce qui sera la partie atelier, stockage, et les bureaux resteront sensiblement les mêmes, puisque l'équipe elle existe déjà, et un jour on pourra peut-être la renforcer d'un élément, voire de 2. Voilà. Mais dans le cahier des charges qui sera monté, qui a déjà été monté au départ, vous travaillez dessus, les surfaces ont été réduites pour en même temps réduire les coûts, pour adapter aux besoins réels de la commune. Il vaut mieux prévoir une extension future possible. Voilà. Avec l'implantation du bâtiment. De toute façon, un hangar, ça peut toujours s'agrandir après, ça pose pas de problème. Ce qui doit être fixe, c'est la partie, je dirais, bureau et équipements sociaux pour les travailleurs. On est d'accord. C'est pas bon. Pardon? Non, je dis simplement, s'ils sont trop au bureau, c'est pas bon pour les espaces verts. Oui, c'est vrai. Et ça, des vestiaires quand même, t'as les vestiaires. Il leur faut les vestiaires, il leur faut un réfectoire, il leur faut... oui, oui, les vestiaires sont prévus mixtes, bien sûr. Au cas où un jour on recrute Il y a des techniques, comment oui, moi j'ai une question sur ce projet-là. Est-ce que je m'adresse surtout à Toufik, M. Hamdi, je m'adresse surtout à toi en particulier, parce qu'on a fait partie de la commission CHSCT avec les agents membres du CHSCT, il n'y a pas longtemps, qui ont fait une demande, mais je ne suis pas pour qu'on y réponde. Voilà, le but c'est qu'on s'interroge, puisqu'ils avaient quand même des demandes. Alors, c'est la municipalité qui décide après sur certains points, mais sur le projet présenté par le maître d'ouvrage, est-ce qu'ils ont un droit de regard, est-ce qu'ils peuvent aussi apporter des idées, est-ce que, voilà, c'est la question que je pose, qu'ils nous ont posée. Voilà. Ça passe en CHSCT. Ça passera chez CHSCT. Donc, que tout le monde l'entende bien, qu'ils auront les dossiers et qu'on ne dise pas après que la mairie a fait
seul à son idée, puisqu'on les intègre bien, c'est ce qu'on avait décidé. Non, mais que ce soit bien C'est obligatoire. au PV de ce Non, mais soir. c'est obligatoire. C'est Et en plus, obligatoire. on aura un œil du nouveau DST, qui Oui. lui aussi pourra donner son avis. On avait travaillé avec l'ancien Franck Martin, là le nouveau va arriver dans quelques jours, donc il regardera lui aussi, mais il est évident, de toute façon c'est obligé. On l'a fait d'ailleurs en CHSCT, on devait le faire en CHSCT, mais il a été reporté parce qu'il n'y avait pas le quorum, pour l'aménagement des bureaux, des services administratifs. Donc voilà, donc on en a discuté un long moment, c'était en CT, on devait le faire en CHSCT, mais on le refera parce que c'est obligé de passer en CHSCT, mais on fera la même chose pour les ateliers. À partir du moment où on modifie des choses, où on propose des choses, on est obligé d'y associer à un moment ou à un autre le CHSCT. Voilà. D'autres questions? D'autres remarques? La date est importante parce que là, il y a des pénalités de retard pour les paiements à 200 euros à 400 euros. L'argent, ça travaille. Ils ont intérêt à. Non, c'est parce que c'est. Oui. Tu as raison. Mais parce que là, c'est un contrat de maîtrise d'ouvrage. C'est t'as oublié de préciser, c'est assistant. C'est pas tout à fait nécessaire. Donc, on va peut-être modifier, parce que c'est plus 500, c'est Ça, c'est pour la maîtrise C'est d'ouvrage. assistant. Pour l'entreprise, c'est ça. C'est plus de l'entreprise. C'est ça, ça, là, c'est pour En pourcentage du marché. ou en pourcentage. Comme ça, c'est pour un maîtrise d'ouvrage. On y veillera, qu'est-ce que je te promets. Et aussi d'ailleurs. On compte sur Mais toi. c'était pas le même type de contrat pour le contrat. Bien, d'autres questions? Ça sert à rien, c'est pas la peine d'en signer. Voilà. Comment? Non, j'ai dit si ça sert à rien, c'est pas la peine d'en signer. On n'a pas dit que ça servait à rien. C'est écrit dedans. On a- Là, c'est écrit, on n'a mais pas dans dit que l'autre, ça servait à ça rien. l'était pas. D'autres remarques, d'autres questions? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre que l'autorisation me soit donnée de signer cette convention avec l'établissement public de délégation de maîtrise d'ouvrage? Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. À l'unanimité. Modification de l'acte constitutif de la régie d'avance. Pierrette, tu veux en dire quelque chose ou plutôt Grégory, puisque ça concerne surtout le centre de loisirs et le plage. Non. Je pense que c'est pour intégrer les titres de transport, les tickets restaurants, les sorties du plage, qui n'étaient pas dans la liste des opérations prévues dans cette régie. Donc la trésorerie ne voulait pas qu'on porte. Voilà. On est contrôlé régulièrement par la trésorerie et ils sont venus faire un contrôle sur les finances de la commune, sur la manière dont le budget était exécuté, respecté, et ils ont regardé les régies d'avance. Et ils ont considéré que nos délibérations étaient anciennes, puisqu'elles datent de 1999 et de 2003, et que certaines choses n'y figuraient pas dedans, alors que nous pouvions pratiquer les transports, par exemple, les tickets d'entrée dans les sorties organisées par le plage ou le centre de loisirs, et des réparations urgentes de matériel informatique ou de téléphonie, où il faut un téléphone d'un responsable ou le téléphone même d'un élu, téléphone de service bien entendu, qui va de soi, peut être défaillant et il faut le faire réparer de suite. Et donc il faut que ça apparaisse dans l'acte constitutif de la régie d'avance. Donc voilà les modifications qui nous sont demandées, elles sont sur 3 points. Il faut rajouter à la liste fixée par les précédentes délibérations les titres de transport, les tickets d'entrée dans le cadre des sorties organisées par le plage, la restauration pour le plage et le centre de loisirs, Voilà, justement, c'est pas la restauration
du centre de loisirs, c'est lorsqu'ils font des goûters ou des choses, ils font des petites fêtes et autres, où là ils font des achats spécifiques pour les repas autonomes. Donc ça n'a rien à voir avec le prix de la prestation qu'on a sur les repas ou les goûters fournis par la ville dans le cadre extrascolaire, puisque c'est sur le marché des petits gastronomes. Voilà. De toute façon, c'est limité les dépenses. Oui, bien sûr. C'est tout petit dépenses. Et oui, voilà. Et donc, c'est sur facture précise qui nous permettent justement de payer ces dépenses, je dirais, pas imprévues, mais particulières. L'imprévu, c'est les réparations d'urgence. Le reste, Voilà. le type de transport et restauration, c'est des choses qui sont prévues, mais qui sont organisées longtemps à l'avance. C'est pas de l'imprévu. C'est pas des... Non mais ça fait rien, c'est payé sur la Mais régie. voilà. Parce que c'est des toutes petites sommes. Oui, parce que la régie n'est pas importante. Non. Et donc, il y a des régisseurs qui sont des agents et qui ont une assurance et en même temps, on touche une petite rémunération pour justement la gestion de ces régies d'avance. Y a-t-il des questions? Bien, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Alors, les points suivants sur l'urbanisme. Rétrocession dans le domaine public des voies privées de la ZAC Saint-Fiac, lotissement CFH, lot 3.1, allée des Ormes, modification de la libération 2015-041 du 19 juin 2015. Donc c'est à la demande du notaire qu'on est obligé de reprendre cette modification puisque n'apparaissait pas dans la délibération de base le prix de la transaction qui était de 1 euro symbolique. Alors à une époque, il ne fallait pas faire apparaître les euros symboliques et maintenant, il faut le faire apparaître. Donc il fallait un avis des domaines et on vous l'a mis dans votre dossier. L'avis des domaines, la valeur vénale, elle est fixée bien entendu à l'euro symbolique. Donc nous serons obligés de reprendre une délibération qui annule la précédente, qui reprend les mêmes termes, la rétrocession des voiries se fait, des voiries, espaces verts, éclairage public se fait dans les mêmes conditions, mais on fait apparaître que la valeur vénale du bien est estimée à 1 euro symbolique. Voilà. Donc vous avez avec le projet de délibération, vous avez l'avis des domaines sur la valeur vénale de ces biens rétrocédés. Avez-vous des questions? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Ça a déjà été voté, alors donc on est obligé de le refaire. C'est juste pour ajouter l'euro symbolique. Pour ajouter l'euro symbolique. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? La suivante, c'est la même chose. Rétrocession dans le domaine public des voiries privées de la ZAC Saint-Fiac, lotissement Parthénat, rue des Coquelicots, allée du Prémalard, et c'est une modification de la délibération 2015-040 du 19 juin 2015. Alors c'est pareil, c'est le même cas, c'est pour faire apparaître la valeur vénale de la rétrocession, qui est de 1 euro symbolique, toujours avec l'avis des domaines qui vous a été remis avec le dossier. Donc on est dans le même cas. Je propose que nous passions au vote tout de suite. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Et enfin, rétrocession dans le domaine public de voirie privée de la ZAC du Chêne-Saint-Fiac, lotissement Résidétudes, l'allée des Prunus, l'allée du Prémalard aussi, et c'est la modification de la délibération 2015-043 du 19 juin 2015. Vous avez avec votre dossier la nouvelle délibération qui fait apparaître la valeur vénale fixée par les domaines, qui est de 1 euro symbolique. Donc voilà, c'est la même chose. Donc je vous propose que nous passions au vote tout de suite. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? 3-0, ça ne crache pas dessus. Il n'y a pas de petites économies.
Ensuite, alors les trois prochaines délibérations, projets de délibération qui ont été fournis sont à peu près dans la même philosophie. Dans le PLU, on parle justement de comment on fixe les règles pour les clôtures, pour les ravalements de façade, mais qu'il n'y avait pas, jusqu'à présent, on n'avait pas de délibération spécifique dans la matière. Donc il y a le Code de l'urbanisme précise dans l'article R 421-17.1, lorsque ne sont pas soumis un permis de construire en application des articles R 421-14 à R 421-16, des travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur toute ou partie des constructions existantes situées dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article 631.1 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article 621.30 du Code du patrimoine. Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L341.1, L341.2 et L341.7 du Code de l'environnement, dans des réserves naturelles ou à l'intérieur de cœurs de parcs nationaux délimités en application de l'article L331.2 du même Code, sur un immeuble protégé en application des articles 151.19 ou de l'article L151.23 du présent Code. Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre par délibération motivée les travaux de ravalement à l'autorisation. Donc je pense, comme la commune a grandi, qu'ils vont être soumis à de plus en plus de demandes, et pour un petit peu maîtriser ces choses dans la manière d'esthétique générale, que tout ne soit pas n'importe quoi, je pense qu'il est bien qu'on aille au-delà des prescriptions du PLU concernant les ravalements, on aille justement par une délibération imposer à chaque pétitionnaire de déposer une demande préalable dans le cas d'un ravalement. Je pense que ça nous permet d'abord de garder un œil vigilant et proche sur les travaux qui peuvent être faits, et il vaut mieux les soumettre à déclaration préalable plutôt que d'après de constater qu'ils ont été faits et demander que ça soit régularisé. C'est valable sur les immeubles. C'est valable sur les immeubles, bien entendu aussi. Bien entendu. C'est valable pour toute construction. Avez-vous des remarques là-dessus ou des questions? Je propose que nous passions au vote. Avant, c'était pas obligé, mais maintenant, bon, on peut le faire, donc je pense que c'est bien que nous le fassions. Donc, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Alors, la délibération suivante rentre dans la même chose, hein, c'est la soumission des travaux d'édification de clôture en déclaration préalable. Toujours pareil, puisqu'on fixe les règles de clôture dans le PLU, autant aller plus loin et demander une déclaration préalable, une DP comme on dit communément, et le Code de l'urbanisme, dans son article R 421.12, le prévoit, doit être précédé d'une déclaration préalable d'édification d'une clôture située. Alors on retient toujours le périmètre du site patrimonial remarquable classé, les sites inscrits au site classé, et dans un secteur délimité par un plan local d'urbanisme, en application des articles L151.19 ou l'article L151.23 du Code de l'urbanisme. Et dans une commune ou partie de commune, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les communes à déclaration. Donc on est le même principe que la délibération précédente. Là, c'est pour voir un peu ce qui se fait, fixer les règles en matière de clôture, qu'on ait une certaine harmonie, qu'on n'ait pas un peu n'importe quoi qui se fasse. D'ailleurs, on fixe des règles dans le PLU. Je pense que là aussi, c'est une démarche de bon sens que de soumettre ces travaux à un accord préalable. A-t-il des questions? Donc, je pense que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Alors, toujours pareil, toujours dans un souci de pouvoir avoir un œil sur ce qui se fait dans le cas de construction nouvelle ou d'extension de construction, je propose au conseil municipal
que nous instituions un permis de démolir pour toute opération ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou toute partie de construction située sur le territoire de la commune, conformément aux dispositions de l'article L421-27 du Code de l'urbanisme. On sait maintenant, en fait, dans la pratique, le permis de démolir, en général, il est fait avec un permis de construire. Mais si par exemple quelqu'un veut juste uniquement démolir, on ne sait pas, en attendant, bon, peut-être il est bien que l'on puisse voir ce qui se fait et que s'il y a d'autres travaux qui doivent être faits par la suite, que le permis de démolir en bonne et due forme soit déposé en mairie et validé, bien entendu. Ça va dans le sens de bien organiser les évolutions des bâtis et des propriétés. Des questions, des remarques? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point suivant, les ressources humaines. Nous avons, comme chaque année, présenté en CAP, en commission administrative paritaire, des dossiers d'agents pour leur déroulement de carrière, changement de grade ou changement de fonction. Et ce qui fait qu'un certain nombre de postes sont à supprimer et d'autres à créer pour permettre justement que ces agents puissent poursuivre leur carrière dans leur nouveau grade. Donc il y a un certain nombre de postes qui sont à supprimer. Un adjoint du patrimoine principal de 2e classe, 2 adjoints d'animation, 2 adjoints administratifs, un poste d'agent de maîtrise, un poste d'agent technique, un poste d'agent spécialisé des écoles maternelles principales de 2e classe, un poste de technicien et un poste de technicien principal de 2e classe. Alors les deux derniers, le poste de technicien et le poste de technicien principal de 2e classe, c'est des postes on avait créé il n'y a pas longtemps quand on était en période de recrutement du DST. On ne connaissait pas encore, comme on était dans la période d'audition des différents candidats, on ne connaissait pas le grade exact qu'aurait la personne retenue. Donc, il pouvait y avoir technicien principal 2e classe et technicien principal de 1re classe, c'est ça. Et M. Ricoire, qui prendra ses fonctions le 12 octobre, est technicien de 1re classe. Donc ce poste, nous l'avons créé. Les 2 autres, on n'en a pas besoin, donc c'est pour ça qu'on demande de les supprimer. L'adjoint patrimoine de principal 2e classe passe en principal de 1re classe. Vous connaissez tous, hein, c'est Buteau qui s'occupe de la culture. Donc on supprime son ancien poste et le nouveau est créé. Pareil pour les agents administratifs principaux. Et l'agent de maîtrise vient d'être, sa promotion en agent de maîtrise principal ayant été validée. On supprime le poste d'agent de maîtrise existant. On avait déjà un poste d'agent de maîtrise principal qui était celui de Franck Martin qui était resté libre, donc on n'a pas besoin de le créer. Voilà. Ce sont des mouvements qui se font au fur et à mesure du déroulement de carrière de nos agents. Ça n'augmente pas le nombre, ça ne diminue pas non plus. Ce sont des postes, je veux dire, c'est pas des emplois. Avez-vous des questions à poser? J'ai un terme ronflant, adjoint du patrimoine principal. Alors, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'ils font. Dans tout ce qui est culture, dans tout ce qui est culture dans les communes, ça sera dans le cadre des agents du patrimoine, quelle que soit la fonction qu'ils fassent. C'est la filière culture de la fonction publique territoriale. Je ne sais pas si Thomas veut préciser autre chose. Une mission d'évolution, un cadre d'emploi. S'il vous plaît. Thomas vous explique ça précisément. Un cadre d'emploi qui regroupe des grades à l'intérieur. Le cadre d'emploi, dans la création même du cadre d'emploi, il y a un statut particulier qui fixe les missions que l'on peut confier au cadre d'emploi. Donc ça, c'est consultable partout sur les Légifrance, etc. Et on a dans l'article 2 qui porte statut particulier du cadre d'emploi les missions que l'on peut confier à ces agents. Qu'ils soient à n'importe quel grade de ce cadre d'emploi, on peut leur confier les mêmes missions. Donc qu'ils soient principal de 2e classe ou principal de 1re classe, il n'y a pas réellement de différence de mission.
Et pour la culture, on parle d'agence du patrimoine. Voilà. Je pense que nous, patrimoine architectural. Oui, oui. Patrimoine culturel tout court. C'est comme ça. Ah oui, ah oui. Ils sont pour- C'était une rencontre de patrimoine D'autres questions sur cette modification du tableau des emplois? Ça serait bien qu'on ne fasse pas d'aparté, que vous puissiez profiter. Y a-t-il d'autres questions? Donc je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Culture, donc il y a deux... Pardon. Ah, pardon, excusez-moi, oui, c'est vrai, je vais trop vite. Je vais trop vite. Enfance, jeunesse. C'est pour moi. Voilà. Ça va me permettre l'occasion de te donner la parole. Donc, autorisation de signature de la convention d'objectifs et de financement, prestation de services accueil des loisirs ados, avec la CAF pour l'année 2007-2018. Donc Grégory, tu vas nous faire un petit exposé là-dessus. On doit signer la convention pour pouvoir bénéficier de subventions de la CAF. Donc on va faire un état des lieux de présence, de fréquentation des adolescents, parce que là ça concerne les ados et l'accueil de loisirs aussi. De fréquentation sur les périodes extrascolaires et scolaires éventuellement, pour pouvoir bénéficier. Donc c'est au nombre d'heures fréquentées par les enfants. On fait ça sur une année, donc on prend l'année 2016-2017 et on doit présenter des dossiers avant la fin de l'année, de façon à être payé par la CAF, subventionné par la CAF, sur l'année N+1, l'année suivante. Donc c'est un tableau qui est tenu par les responsables des structures, qui doit être tenu et mis à jour parce que chaque fréquentation enfant nous donne droit, sur le plan extrascolaire ou périscolaire selon le projet, à une subvention. Donc il minime, la CAF baisse ses prestations, mais c'est important de les avoir parce que ça nous rapporte un petit peu de tête, un peu d'argent, pour pouvoir notamment financer les actions en direction des centres de loisirs. On a eu un petit raté il y a 2 ans, mais on l'a rectifié parce qu'on a touché la subvention l'année dernière. Donc il faut vraiment qu'on soit à jour de ces fréquentations, parce que si on perd le code, eh ben on n'a pas de subvention sur l'année. Ça, c'est quand même un peu d'argent. Donc en plus, les subventions de l'État diminuent, donc les subventions de la CAF diminuent un peu, mais elles sont quand même importantes malgré tout. C'est le seul financeur. Et c'est le seul financeur des accueils de loisirs, centres de loisirs, crèches, PMI et autres, etc. Donc le maire doit signer une convention, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'est en fait le principe de la délibération, c'est de l'autoriser à signer cette convention avec la CAF. Donc là, on part du 1er janvier. Donc alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On les tient sur 3 ans. Hein, c'est 3 ans. Voilà. Donc notre dernière convention s'achève sur le 31 décembre 2007. Puisque là, on repart au 1er janvier 2017 jusqu'en 31 décembre 2019. C'est ça, c'est pas 2 ans. Ça diminue, avant c'est 3 ans, et comme la CAF, ça diminue, c'est 2 ans maintenant. Et alors, on sera forcément, on est payé avec l'année N+1. Merci pour ces explications. Y a-t-il des questions? Bien, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Donc voilà, cette fois-ci, j'arrive bien à la culture, les tarifs pour les votes des stages organisés par le service culturel et les votes de tarifs des expositions de la régie culture et loisirs. Alors c'est le point 14 et 15. Point 14, vote des tarifs des stages organisés par le service culturel. C'est en dehors du fonctionnement, je dirais, normal de la culture, des services de la culture, c'est les stages qui sont organisés par les vacances. Donc, Pierrette, si tu veux en dire un mot, s'il te plaît. Oui, on avait instauré ces tarifs, ça fait déjà plusieurs années. Il suffit de les mettre à jour. C'était 2012, la dernière fois. Oui. Donc, alors, c'est déjà les tarifs des expositions. Donc, pour
la période 2017-2018, le coût par exposant, il vous est proposé 43 €. Il était de 41 avant. Et les locations de table pour ces expositions de 15 € pour une période de 48 heures, alors qu'il était de 12 €. Mais ce tarif est daté de 2012. On ne les avait pas mis à jour. C'est-à-dire qu'on demande une participation pour les exposants à l'expo de peinture, qui est chaque année, et pour le marché de Noël, on loue les tables pour les exposants aussi. Donc voilà, c'est 43 € pour l'exposant de la peinture et 15 € par table par période de 48 heures. Et au niveau de la photo, c'est pareil? Non, au niveau de la photo, comme elle commence juste l'exposition, donc en fait c'est des amateurs là, qui viennent. Là, les peintres, il y a quand même, ils ont une possibilité de vendre leur tableau aussi. Donc ça sera que la deuxième année, on va attendre de roder notre manifestation pour envisager peut-être, si elle connaît de plus en plus de succès, comme connaît l'expo de peinture, peut-être on exigera un droit d'entrée aussi. Mais pour le moment, on veut lancer cette manifestation. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas mettre, pour ne pas se faire attaquer, fixe les tarifs municipaux pour les exposants de la culture hors exposition de photos, je ne sais pas. Ah oui, parce que sinon, si on peut, je sais pas. Là, c'est pour tout. C'est pour tout. Là, c'est global, ça globale tout. Donc quelqu'un peut dire pourquoi la photo ne paye pas. Et si on l'écrit, c'est vrai que. Alors que si on met hors exposition de photos et après on le justifie, je sais pas. À l'inverse, si on l'écrit, ça fait discriminant. Oui, ça fait discriminant aussi. Il y a quasiment moins pour 5 ans aussi. Oui, mais là, non, à la limite, on peut aussi. Là, on est resté depuis 2012 sur les mêmes tarifs. Exposant de peinture. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exposition à part peinture et photo? Il n'y en a pas. Alors, coût pour exposant de peinture. Peut-être. C'est moins discriminant dans les. Il y a peinture, il y a aussi sculpture. Oui, c'est la même, c'est les mêmes. Ils paient le même tarif sur les sculptures. Tu précises que c'est pour eux? Non, mais c'est vrai que celui qui fait la photo, celui qui fait la peinture ou l'expo, enfin la culture et qui voit que la photo, il peut nous dire c'est discriminant dans ce sens-là. Je l'ai déjà entendu. Pour l'exposition peinture, alors on peut rédiger, on peut fixer les tarifs municipaux pour l'exposition peinture et culture et des loisirs, puisque les loisirs c'est le marché de Noël. Pour les tables. Oui, pour les loisirs. Voilà. Ça vous va comme ça, rédigé comme ça? On fixe les tarifs municipaux pour les exposants peinture. Peinture et sculpture. Oui. Sculpture et des loisirs. Et de loisirs. D'autres questions, remarques? L'année prochaine, ça sera le 40e anniversaire de l'expo de peinture. C'est quand même assez remarquable qu'elle ait duré dans le temps et qu'elle ait pris cette ampleur et cette notoriété sur le secteur. Y a-t-il d'autres remarques? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Alors, même si on a interverti les 2 points, mais c'est pareil, Pierrette. Alors les tarifs des stages, c'est les stages pendant les petites vacances. Donc c'est des cours collectifs, il faut qu'il y ait 8 participants pour que le stage soit ouvert. Là, il s'adresse aux Chanteloupiens ou aux résidents de la communauté d'agglomération. Donc les tarifs proposés, c'est 9 € de l'heure. Et on instaure un tarif pour Marne-et-Gondoire de 12 € de l'heure. Ce sont des choses qui se font dans les autres communes. Voilà. Ils font un tarif pour leurs administrés et ils ont un tarif Marne-et-Gondoire. Donc on respecte, on fonctionne comme eux, on s'inspire d'eux pour faire la même chose. Donc on vous propose, c'est des 2 l'heure, c'est des 9 € de l'heure. Voilà. Chaque année, en général, il y a une sage de poterie souvent. C'est pas la poterie ou aquarelle. Aquarelle, poterie. Et ça se fait pendant les vacances scolaires, les petites vacances scolaires. Et ce ne sont pas toujours les mêmes qui toute l'année suivent les cours. Oui, c'est pas toujours fait parce qu'il faut 8 personnes quand même. Sinon. Voilà. Des fois, il n'y a pas 8 personnes.
Et la poterie, elle a redémarré? Oui, la poterie va redémarrer et les travaux vont être faits la semaine prochaine pour refaire les ventilations dans la salle où il y a le four. Parce que la poterie a été fermée pendant toute la durée des travaux du conservatoire et ils ont été pris les travaux de rafraîchissement, de raménagement un petit peu de la poterie, sauf que l'entreprise a oublié la ventilation dans le local où est le four. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça, donc ça va se faire la semaine prochaine, rattraper cette erreur, quoi. Elle existait avant, hein, donc il suffit de la... C'est Marné Gondoire qui fait. Hein, et là c'est Marné Gondoire, ce n'est pas nous, hein, c'est Marné Gondoire qui... Voilà. C'est pas inauguré. C'est qu'on était Comment ? Non, l'inauguration elle aura lieu, elle est programmée le lundi 16 octobre, je crois, à 19h. Voilà. La date a été arrêtée. Ça a été évoqué le jour de la réception, mais comme il n'y avait pas de sujet sur la poterie, donc... ça a été arrêté? Oui. Mais on en avait parlé avec... Quand il disait qu'il n'y avait pas de bureau. Non, mais il a dit qu'il s'il y avait un bureau, il enlèverait. Ah bah oui, c'est pas sûr. Non, mais ce matin, j'ai appelé, comme on en avait parlé avec Jean-Paul, j'ai appelé sa secrétaire, Pascal, et donc c'est le lundi 16 octobre à 19h. Et vous recevrez une invitation, bien entendu. Bien. D'autres questions sur ces tarifs ? Donc je répète, on fixe par famille, pour les champs-cloutiers à 9 € de l'heure et pour les habitants de Marne-et-Gondoire, 12 €. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Les points suivants sont liés à la comité d'agglomération de Marne-et-Gondoire, et notamment la modification de la répartition des sièges du conseil communautaire en raison de l'extension du périmètre de la CMG. Comme vous le savez, la communauté de communes est passée de 18 à 20 communes avec les arrivées de Ferrières-en-Brie et de Pont-Carré. Voilà. Mais le nombre de conseillers qui doivent siéger autour de la table du conseil communautaire demeure le même à 51. Ce qui fait qu'il faut que ces deux communes nouvellement intégrées à la communauté d'agglo puissent elles aussi avoir un représentant, puisque par rapport à leur population, ils ne peuvent bénéficier que d'un représentant, et qu'on reste dans le cas des 51, il y a des communes qui sont les plus qui ont le plus grand nombre, laissent un délégué, laisse une place de délégué pour les communes. Donc il s'agit de Bussy-Saint-Georges qui passera de 14 sièges à 13, et je crois que c'est Torigny qui passe de 5 sièges à 4 sièges. Et ça permet donc à Pont-Carré et Ferrières-en-Brie d'avoir un siège autour de la table du conseil communautaire. Voilà. Ça ne change rien le nombre de conseillers communautaires, mais toutes les communes seront représentées. Et chacune des communes, membres de Marne-et-Gondoire, sont obligées de se prononcer sur cette modification de la répartition des sièges. Voilà. Des questions? Dès l'instant que Bussy est d'accord, comme il a un droit de veto, on n'est pas obligé de il a déjà voté. Il n'y a pas de questions, je pense que nous allons passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Prise de compétence par la CMG de la défense extérieure contre l'incendie. Donc dans votre dossier, vous expliquez ce qu'il en était. La défense extérieure contre l'incendie est un service public juridiquement distinct du STIS, qui est le service départemental d'incendie et de secours, et du service public d'eau potable. Celui-ci vise à assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Ainsi, les communes sont compétentes pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, et peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.
le service public de défense extérieure contre l'incendie, DECI, impose aux communes de s'assurer un débit d'eau suffisant, 120 m3 sur 2 heures à une pression minimale de 20 bars, et de points d'eau suffisants à moins de 200 mètres de tout risque à défendre. Ces contraintes impliquent parfois d'effectuer des travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable, dimensionnés pour satisfaire uniquement des besoins d'alimentation en eau potable des abonnés. Aujourd'hui, ce sont les communes qui doivent supporter tous les investissements nécessaires. La création, l'entretien, le renouvellement des points d'eau proprement dit, en particulier les poteaux et autres bouches d'incendie. Les investissements pour assurer l'alimentation en eau de ces points d'eau, le renforcement des réseaux d'eau potable pour cause d'insuffisance de débit. Donc la compétence DECI peut être transférée à la communauté d'agglomération de Mandé-Gondoire, qui est déjà détient la compétence eau potable et assainissement. Dans ce cas, la CMG se substitue à la commune. Les maires des communes membres peuvent également transférer leur pouvoir de police spécial au président de l'EPCI compétent. Dans ce cas, le pouvoir de police spécial relatif à la compétence DECI est exclusivement attribué au président de l'EPCI. Cependant, le maire dispose toujours de sa faculté d'agir en application du pouvoir de police général. Le transfert de pouvoir de police en matière de DECI au président de l'EPCI s'effectue par arrêté du préfet sur proposition d'un ou de plusieurs maires des communes intéressées, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'EPCI. C'est l'article L. 5211-924 du Code général des collectivités territoriales. Le transfert de ce pouvoir de police au président d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte est impossible puisqu'il ne s'agit pas d'un établissement à fiscalité propre. La majeure partie de l'exercice de la compétence DECI, entretien et vérification des bornes ou poteaux, peut faire l'objet de marchés de prestations et notamment de marchés d'entretien. Les marchés des communes seraient alors transférés à la CMG avant de pouvoir les harmoniser et ainsi bénéficier d'économies d'échelle avec le prestataire. Donc nous avions, nous, ce contrat pour la commune de Chanteloup, c'est un contrat qu'on avait passé d'ailleurs avec notre fermier qui est la SOR, dans un entretien annuel par le biais d'une convention de tous nos points d'eau, avec un rapport qui nous est remis à l'issue de chaque visite, chaque contrôle, et avec s'il y a des interventions à faire. Alors ça peut aller, pourquoi le débit est insuffisant, mais là c'est la SOR qui intervient, et puis remplacer les caches, les bouchons, les capots, voilà. Donc cette opération serait maintenant transférée à la communauté d'agglo et qui assurerait sur tout le territoire de Mandé-Gondoire, donc justement de la surveillance et de la maintenance de ces points d'eau, ce qui fait qu'en lançant le marché, ça ferait diminuer les coûts. Voilà. Et, dans l'un des cas qui est cité là, quand par exemple l'EHPAD de Fontenelle a été reconstruit, des travaux ont été faits sur le réseau d'eau parce que le débit aurait été insuffisant et c'était des travaux qui ont été faits par la SOR à l'époque. Et si vous voulez, bon, ce point d'eau maintenant, en plus il fallait le mettre à 200 mètres, c'est une exigence du SDIS, à 200 mètres. Donc voilà, ce sont des travaux comme ça qui seront suivis par la communauté d'agglomération par la suite. C'est elle qui va prendre les contrats. C'est elle qui prendra les contrats. Nous, c'est un contrat de 9 000 € par an. Pour la commune. Pour la commune. Oui. Mais s'il y a des travaux, c'est en plus. Et chaque année, le parc est remis à jour, puisque comme il y a eu des constructions nouvelles ou des extensions des zones d'activité, donc des points d'incendie sont créés au fur et à mesure de l'extension de ces zones. Avez-vous des questions? Donc je vous propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. La liaison du groupement de commandes avec ses professionnels. Pierre, je te laisse en parler. Alors c'est dans le cadre des mutualisations. Vous proposez de mutualiser les prestations de la médecine professionnelle, c'est-à-dire que on passerait des conventions avec Mandé-Gondoire si on veut adhérer à ce groupement de commandes. C'est un peu comme les bus, Mandé-Gondoire lance un marché. Elle a des prix plus intéressants que les prestataires, que nous on n'a pas forcément. Et ensuite, nous, on garde la maîtrise de nos dossiers, mais on bénéficie de ce contrat.
cas exclusif de la médecine du travail. Oui, oui, que la médecine du travail. En fait, elle va coordonner les commandes dans la matière, non? C'est ça? De Non, médecine elle va du travail. trouver un prestataire. Attendez, pas ça. Voilà. Avez-vous des questions? Et là, ils vont la repasser pour les 2 communes qui viennent d'arriver, ou comment ça se passe? Puisqu'elle date de juillet, il n'y avait pas encore férié. Oui, mais elles vont. Ouais. Ça, c'est des délibérations qu'on a déjà votées. Donc c'est normal qu'elles n'y soient pas. Et puis corrige l'orthographe de ton nom dans le tableau, Marcel. Pardon ? Coulès. Ah, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas faite celle-là. C'est le Coulès. C'est pas sérieux, ça. Page 5, Oh, oui. 7, sur 7. L'accent, on leur pardonne, mais C'est cool. Tu peux m'envoyer un balistique. Ah oui. Je ne l'avais pas vu. Merci Bertrand. Merci Bertrand. on ne cherchera pas le nom du rédacteur. Si il n'y a pas d'autres questions, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Dernier point à l'ordre du jour. Le bureau municipal vous propose, si vous en êtes d'accord, vu les conséquences terribles qu'a pu avoir l'ouragan Irma, et auquel je pense on peut rajouter aussi de Maria qui est passé ces jours-ci sur la Guadeloupe et un peu la Martinique, je propose, nous l'avons déjà fait par le passé, dans le cas de grosses catastrophes naturelles, on l'a fait 2 fois, on l'a fait 1 fois pour Haïti, une autre fois je ne me rappelle plus ce que c'était. L'Indonésie, je crois. Ou l'Indonésie, le tsunami, je pense. Le tsunami, c'est Oui. ça. Et je vous propose que nous faisions preuve de solidarité et que nous donnions une participation, même si elle peut paraître modeste, mais c'est quand même quelque chose, c'est le geste, je pense, que pour permettre la reconstruction, pour permettre de redonner un petit peu pas de joie, mais de remettre un peu d'élan dans les gens qui ont été touchés par ces 2 ouragans. Donc on rajoutera peut-être dans la délibération définitive aussi l'ouragan Maria qui a frappé la Guadeloupe et la Martinique il y a quelques jours. Donc, la Fondation de France, vous avez sans doute entendu parler à la radio, à la télé ou dans la presse, peut centraliser tous ces dons et en fait de les distribuer ensuite sur place pour la reconstruction, pour les aides qui sont nécessaires. Donc je vous propose que nous fassions un don, le bureau municipal vous propose que nous fassions un don de 1 500 € à la Fondation de France à destination justement des Antilles, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Voilà. Guadeloupe et la Martinique. Oui, Guadeloupe et Martinique. On reformulera la délib. Là, c'était qu'un projet, on n'avait pas encore eu... on ne connaissait pas les conséquences, notamment sur la Guadeloupe, du passage de l'ouragan Maria. J'ai juste une question, parce que dans le projet de délibération, effectivement, il n'y avait que 2 îles qui étaient frappées. Maintenant, il y en a 4. Ma question, elle est généreuse en soi. Est-ce qu'on ne peut pas aller à 2 000 €? Je ne sais pas, c'est une question. J'en sais rien. Il y a Pierrette qui peut répondre. Voilà, j'en regarde Pierrette. C'est à Pierrette. Désolé, Pierrette. C'est pas... C'était juste... Non, mais il n'y a pas... Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais pas un piège, Pierrette. Il faut rester raisonnable aussi avec nos finances. On fait un don, c'est On avait fait beau, c'est un bon don. Pour mémoire, pour Haïti, on avait versé 1 000 €. On avait versé. Oui, on peut aller à 2 000 €. Bon,
Non, parce que là, il y a quand même 4 îles et c'est différent. Oui, il y a Maria qui est arrivée en plus derrière. Oui. Le prochain conseil, c'est... Après, entre nous, ça, sans méchanceté aucune, Saint-Barthélemy, malgré tout, est moins touché que Saint-Martin. Il faut relativiser aussi les choses. Hein. Alors, juste pour la petite histoire, je voudrais à Marnay-Gondoire, S'il vous plaît, s'il vous plaît. le président il a décidé ils sont en train de mettre en place, ou c'est fait d'ailleurs, je me suis renseignée, pour envoyer des techniciens. Au lieu de donner de l'argent, on va envoyer sur place des gens pour aider à travailler sur place. Oui, c'est une aide aussi qui est, Parce que des fois, qui est pas l'argent, ça négligeable. met du temps à arriver. Si c'est comme la Croix-Rouge, c'est vers 50%. Je sais que d'autres communes le font. Je crois qu'hier soir, Montévrain a délibéré et ils ont fait un don, alors je ne sais pas le montant, à la Croix-Rouge, c'est choisi. Alors, Bussy-Saint-Georges, ils ont procédé différemment. C'est sur du plus long terme, hein, ils vont le faire assez longtemps. Ils travaillent avec France Saint-Martin à Paris et qui achemine des carreaux tous les jours. D'accord. Des colis, tout ça. de l'eau, tout ça. Et donc, tous les jours, ils envoient. Ouais, c'est Ils envoient. Est-ce qu'il y a une collecte en mairie que les gens puissent... il y a une collecte en mairie où les gens peuvent venir déposer des choses. Ça, je ne sais pas comment il fait, ou si c'est la mairie. Je crois qu'il y a Bussy, c'est comme ça. Et je sais qu'il nous a expliqué qu'il envoyait. Les gens... C'est un voyage tous les jours de bonne volonté. par cette association. Je pense que tout le monde autour de cette table sera d'accord sur le principe. Ah oui. Et puis sur le montant, puisque Pierrette nous dit qu'on peut aller jusqu'à 2000, donc je propose que nous votions que nous votions 2000 euros. Avez-vous d'autres choses à rajouter concernant notre geste de solidarité, aussi minime soit-il, l'important c'est de le faire. Bien, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? En vous remerciant. Comme dans chaque dossier du Conseil, vous avez eu les communications du maire, que je vais énumérer. Alors, elles sont toutes sur le même principe, c'est les déclarations d'intention d'aliéner. Il y en a eu 6 au mois de juin pour des valeurs de 355 000, 374 000, 350 000, 340 000, 255 000 et 180 000 euros. Le 4 août, une valeur de 380 000 euros. Le 8 août, valeur de 373 000 euros. Le 21 août, 357 000. Et enfin, le 31 août, 338 100 euros. Je vous rappelle que je suis autorisé, vous m'avez autorisé, conformément à l'article 21, 22 du Code général des collectivités territoriales, à signer ces déclarations d'intention d'aliéner, ou de ne pas aliéner, comme on veut, jusqu'à hauteur de 500 000 euros. Au-delà, c'est le conseil municipal qui décide. Là, toutes celles qui ont été fournies avec le dossier sont inférieures et rentrent dans le cadre de 500 000 euros. Voilà. Nous n'avons pas reçu de questions orales en vertu de l'article 5 du règlement intérieur et en conformité avec l'article L21-19 du Code général des collectivités territoriales. Donc, il est 22h09 et je déclare la séance du conseil municipal close.